S'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte en écrivant les différentes vidéos de ma chaîne, c'est que le jeu vidéo ne représente que le sommet de l'iceberg de la réalité virtuelle. Au travers des recherches que j'ai pu faire pour mes différents VR Impulsum, j'ai pu constater à quel point la VR est utilisée dans des domaines radicalement différents et même dans des domaines qui aujourd'hui auraient du mal à s'en passer. Pour ce troisième numéro de VR Inside, je fais d'une pierre deux coups. Non seulement on va pouvoir aborder l'usage de la réalité virtuelle dans la prévention des comportements toxiques, notamment en entreprise, mais je vais aussi pouvoir vous parler d'une application spécifique développée en partenariat avec le ministère de la Justice et étant utilisée dans la lutte contre la récidive des violences conjugales. Bonjour et bienvenue sur Pause VR. Aujourd'hui, je vous parle de l'entreprise Reverto. Donc, je m'appelle Léna Cadet, donc je suis bien responsable R&D chez Reverto. Je suis issue d'un parcours psycho à la base. Je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et c'est par mon parcours de professionnalisation du coup de psychologue que j'ai rencontré la réalité virtuelle et un ami notamment qui était responsable d'une salle de réalité virtuelle à Lyon, et avec lequel on a énormément discuté des impacts de la réalité virtuelle sur la cognition, de ce qu'on pouvait faire grâce à la réalité virtuelle en termes d'études sur la cognition. Et voilà, et j'étais très enthousiaste et un jour, lors d'un échange, il me dit « Mais pourquoi tu ferais pas une thèse là-dessus ?» Puisque j'ai toujours voulu faire de la recherche. Je lui ai dit « Mais oui, mais c'est bien sûr !» Donc du coup, je me suis mise en quête d'une entreprise qui serait intéressée pour financer une thèse. Donc c'est des thèses CIFRE. Dopez votre stratégie de R&D avec la thèse CIFRE. Une thèse CIFRE est une convention industrielle de formation par la recherche. Il s'agit d'un dispositif de financement de thèse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il permet de subventionner toute entreprise qui embauche un doctorant pour lui confier un travail de recherche. Ce dernier s'effectue en liaison directe avec un des laboratoires du site universitaire. Et donc j'ai fait ma thèse à la VR Connection sur les effets de la réalité virtuelle sur les émotions, la mémoire et le sentiment de présence, et ce chez le jeune adulte et chez les préadolescents, donc chez les enfants de 12-13 ans. L'idée étant de montrer que les effets de la réalité virtuelle ne sont pas les mêmes chez les plus jeunes et de se prémunir d'éventuellement d'effets négatifs. Alors Reverto, on est spécialisé dans le fait de prévenir le risque humain grâce à la réalité virtuelle et notamment en faisant de la formation et de la sensibilisation sur les soft skills et le savoir-vivre ensemble globalement en entreprise. On est une dizaine aujourd'hui, on a développé 7 contenus donc qui sont adaptés à ce type de formation, mais pas seulement. On a fait aussi de la sensibilisation au cyberharcèlement pour les écoles. On fait aussi un travail qu'on a fait avec le ministère de la Justice sur un programme de prévention de la récidive pour les auteurs de violences conjugales, et une autre vidéo plus institutionnelle donc faite avec l'IMT, donc une école d'ingénieurs, sur le consentement sexuel chez les étudiants. Voilà, l'idée c'est de s'attaquer, c'est toujours voilà, notre cœur de métier, c'est le sexisme, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, l'intégration de personnes handicapées en entreprise. L'idée c'est de travailler sur ces sujets qui sont pas faciles à aborder et où on va pouvoir avoir un peu cette idée de se dire aujourd'hui on a formation, déjà formation en entreprise, on n'est pas toujours heureux d'y aller, et en plus c'est sur le sexisme, génial. Oui. Voilà, super passionnant, on va avoir quelqu'un qui va nous dire le sexisme c'est mal. C'est ça. Bon, on peut entendre parler quelqu'un très longtemps d'une situation, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de se sentir concerné. Et l'idée, c'est d'utiliser la réalité virtuelle pour vivre ces situations.
Très précisément, j'ai fait une première étude sur la qualité visuelle et l'impact sur la mémorisation ou sur les émotions qu'on peut ressentir ou ce sentiment de présence. C'est le sentiment de transport qu'on ressent quand on est dans un environnement virtuel. Si on met un casque de réalité virtuelle et qu'on est sur une plage, on va avoir tendance à dire je suis allée sur une plage en réalité virtuelle. Alors que si vous regardez un documentaire sur une plage, vous allez dire j'ai vu une plage. Donc même la façon d'en parler n'est pas la même et ça traduit quand même plutôt bien le sentiment qu'on va avoir, ce sentiment de présence-là. Et oui, la qualité visuelle, alors de manière surprenante, n'a pas d'impact, moi en tout cas dans ce que j'ai démontré, n'avait pas d'impact direct sur la mémorisation. Par contre, avait un impact sur l'effet des émotions sur la mémoire. C'est-à-dire qu'on retient mieux les aspects émotionnels de notre vie, c'est normal, c'est grâce à ça qu'on survit, en se souvenant de où est la source de nourriture, dans le frigo. D'accord. Bon, à l'échelle du développement de l'humanité, ça avait plus d'importance quand il s'agissait de se souvenir que telle plante est dangereuse pour notre santé et que telle autre, elle est plutôt bonne. Et que si je m'approche de tel animal, j'ai des risques de mourir. Et que si je m'approche de tel endroit, c'est plutôt des sensations agréables parce que je vais manger. D'accord. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on se souvient mieux de ce qui s'est passé le jour de notre anniversaire que mardi dernier à la cantine, quoi. Et le fait de travailler en réalité virtuelle, ça nous permet de travailler en seul à seul, en fait, avec les employés. On l'a tous vécu, quand on met un casque de réalité virtuelle, on est tout seul, on se sent tout seul, on oublie qu'il y a du monde qui potentiellement nous regarde ou se trouve à côté, on oublie un peu l'environnement extérieur. Et du coup, quelque part, quand il y a quelqu'un qui vient et qui s'adresse à nous en réalité virtuelle, on se sent directement concerné, on a l'impression que cette personne s'adresse à nous. Il y a des études super intéressantes qui montrent d'ailleurs qu'en réalité virtuelle, quand quelqu'un s'adresse à vous, vous allez en fait activer les mêmes zones cérébrales que quand vous interagissez avec un vrai humain. Au niveau du cerveau, il se passe la même chose, quoi. Ouais, vous avez ces aspects très sociaux, en fait, les parties très sociales qui servent à gérer les interactions sociales de votre cerveau qui vont s'allumer, entre guillemets. En tout cas, qui vont agir et qui vont rentrer en action. C'est drôle parce que à aucun moment vous oubliez qu'il s'agit pas que c'est un avatar ou que c'est un acteur et que c'est préenregistré, etc. Et pourtant, votre cerveau, il se fait avoir. Donc, on peut considérer que les émotions ressenties à ce moment-là sont, entre guillemets, sincères et auraient été produites de la même manière si on était vraiment, entre guillemets, face à la situation. Exactement. Face aux personnes, quoi. Là où parfois on se sent un peu fort et où on se dit si je suis face à un contenu virtuel, mes émotions, elles vont être virtuelles aussi. Mais non. En fait, quel que soit le contenu face auquel vous vous trouvez, vos émotions sont toujours réelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas critiquable, une émotion. Vos émotions sont toujours réelles, qu'importe ce qui les a fait naître. C'est pour ça qu'on pleure quand Mufasa il meurt dans Le Roi Lion. Et pourtant, c'est un cartoon, et pourtant, on sait que ça n'a rien de réel. Mais alors, quand il lui dit « Allez, viens, papa, on rentre », on pleure tous. Voilà, c'est tout. Parce que l'émotion, elle est réelle et elle nous envahit. Voilà, c'est ça. On a une application sur Pico. On utilise, nous, principalement des Pico. Et on fait appel à des partenaires pour de la location de casques ponctuels ou quand les différents cabinets avec lesquels on travaille veulent se munir eux-mêmes de casques. Et du coup, alors, je vais poser la question, même si je connais déjà un peu la réponse. Pourquoi pas le Quest 2 ? Pourquoi pas le Oculus, entre guillemets, l'environnement Oculus ? Alors, la licence business. Ouais. Voilà. Ça. Le Pico est utilisé dans toutes les entreprises, c'est pas pour rien. C'est très compliqué. Là, on a eu un souci récemment à cause de l'Oculus qui voulait absolument qu'on mette une carte bleue sur le compte Facebook pour pouvoir passer en mode développeur. Et voilà, et la licence business Oculus rend le truc très hermétique. Alors déjà, on travaille pas seul. Nous,
en interne, on a Guillaume Clerc, donc qui est le fondateur de Reverto, qui écrit certains scénarios, et on travaille aussi avec un scénariste qui est Pierre de Langagne, qui est professionnel du théâtre, et donc qui a l'habitude d'écrire des scénarios, puisque faut que le scénario se tienne aussi d'un point de vue scénaristique. Là, on est vraiment sur l'expérience de production audiovisuelle qu'a Guillaume Clerc et par le biais aussi de Pierre de Langagne, dont je parlais, qui passe par du recrutement du coup de professionnels. On ne travaille que avec des acteurs professionnels, donc c'est ce qui fait aussi que les intentions et les interactions sont réalistes. C'est que voilà, on s'attache à une certaine qualité de l'acting. On travaille avec des cabinets de conseil spécialisés. Donc par exemple pour le sexisme, on va travailler avec un cabinet de conseil spécialisé. Pour le harcèlement sexuel aussi, personnes avec lesquelles on va avoir beaucoup d'échanges. On va récupérer aussi des témoignages de victimes ou de témoins de ces situations, pour du harcèlement sexuel, pour du harcèlement moral, etc. On va vraiment avoir des interviews avec ces victimes, leur demander de décrire les situations, de manière à en fait retranscrire des situations réelles, en les anonymisant, en les rendant différentes aussi, de manière à ce que ce soit pas l'histoire directe de quelqu'un, mais en utilisant des histoires réelles, de manière à pas perdre cette finesse un peu psychologique de ce qui se produit dans ce genre d'événement, et de manière aussi à pouvoir répondre, parce que bien évidemment c'est souvent ce qu'on entend quand on retire le casque. Ah oui mais non, mais ça existe pas. Oh oui mais non, mais ça c'est un peu exagéré. Donc voilà, non, on n'utilise que des situations qu'on nous a rapportées, que des situations réelles, et qu'on essaye de reproduire de manière à la fois précise et en même temps avec l'objectif de ne pas choquer. Le but, c'est de poser des mots, de comprendre, de vivre l'expérience, mais qu'elle soit supportable, évidemment. Qui dit qu'on va dans l'extrême inverse, on peut aussi se heurter à « je ne vois pas l'expérience jusqu'au bout, c'est trop dur, simplement ». J'ai un rejet aussi, de dire c'est un peu comme quand on regarde un film gore, en fait. Au bout d'un moment, bon, le sang pour le sang, c'est plus très très impressionnant, alors que si on regarde une série qui, somme toute, n'est pas gore, il y a une scène un peu gore, on est un peu choqué, et donc vaut mieux mesurer les choses, faire très attention à ce qu'on montre en réalité virtuelle. Comme on l'a dit, c'est pas parce que ça s'appelle réalité virtuelle que les émotions sont virtuelles, qu'on y va doucement avec ce avec quoi on travaille. Le but, du coup, j'aime bien prendre cette image, c'est de se dire, le but, c'est d'ouvrir la porte. Le but, c'est pas de l'enfoncer, donc on n'est pas là pour choquer, on n'est pas là pour faire voler en éclats la porte et d'être dans la violence. On est là pour entrouvrir la porte et dire, bon, maintenant que cette porte est ouverte, en effet, faisons un débrief. En effet, discutons-en ensemble. En effet, regardez un petit peu mieux ce qui se passe autour de vous. Regardez un petit peu mieux les réactions quand vous dites certaines choses. Même si ça vous choque pas. Ce qui est important peut-être, c'est de regarder si ça choque les autres. Donc, du coup, l'idée c'est ça. C'est d'entrouvrir la porte. Pas de l'enfoncer, pas de la claquer, pas de la faire voler en éclats, d'entrouvrir la porte et d'arriver en douceur et d'arriver en fait par le biais des émotions. Et de dire, voilà, l'émotion que vous avez ressentie, elle était désagréable, certes, c'est normal de la ressentir, et voilà ce que peuvent ressentir des gens qui sont dans cette situation. C'est la raison pour laquelle, voilà, on fait ce type d'intervention. Créer un questionnement, créer de la place en fait dans cette porte entrouverte pour amener une discussion. Le pire, c'est de dire ça n'existe pas, de clore le débat et de ne pas permettre d'échanger à ce propos-là. Quelle que soit la situation, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le pire c'est de ne pas en parler. Oui,
et on peut aussi, on a utilisé ça aussi pour parfois prendre la place de l'auteur. C'est le cas notamment dans Harcèlement moral. Vous allez aussi incarner le manager qui lui-même en fait subit des formes de pression et des formes de harcèlement moral et qui montre un petit peu que souvent ce type de comportement, c'est parce que c'est admis globalement dans la pyramide de hiérarchie et c'est admis de manière systémique dans l'entreprise, et c'est pour bien comprendre que une pression qui vient d'en haut peut s'exercer fois 1000 une fois qu'elle est redéversée sur tout le monde et qu'elle arrive en bas, et que ça génère des situations très compliquées, mais que en fait il n'y a pas une personne à blâmer bien souvent, c'est que c'est systémique. Là on a aussi utilisé ce procédé dans notre expérience sur les violences conjugales, où là on va pouvoir avoir brièvement la place de l'auteur à un moment où tout se passe bien, hein, pas à un moment où on est violent évidemment, à un moment où tout se passe bien, mais pour voir aussi le regard et l'interaction qu'on a pu avoir avec Andrea, qui est la femme de ce mari violent. Et en dernier, on incarne, donc après on va incarner Andrea, la victime des violences, et en dernier, on incarne l'enfant qui est victime aussi de la violence et qui est la victime oubliée, puisque c'est pas la victime sur lesquelles les coups vont marquer physiquement, mais qui va subir ces violences de manière psychologique aussi, de manière très très importante. Il y a différentes façons de le faire. Soit ça peut être un usage en autonomie. Vous avez un casque dans votre organisation et les personnes qui ont envie de venir s'informer viennent et utilisent le casque de manière autonome. Voilà, maintenant les casques, c'est assez simple de les utiliser. Il suffit de savoir à peu près les démarrer avec une fiche posée sur le bureau à côté. Normalement, on s'en sort très bien. Soit on peut avoir des interventions avec des cabinets de conseil spécialisés qui utilisent notre dispositif, soit en introduction, soit en milieu de formation, soit en fin de formation. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un bon libérateur de la parole pour permettre un débrief après qui soit un peu plus riche. Le fait d'être un peu seul face à cette expérience pendant un quart d'heure, de vivre du sexisme pendant un quart d'heure, et après qu'on nous explique ce que c'est, qu'on nous explique à qui on doit s'adresser s'il y a un problème. Quand on retire le casque, quelque part, on a envie de voir aussi ce que les autres ont ressenti, donc on a envie d'interroger le groupe dans lequel on se trouve, et ça donne des débriefs qui sont en général hyper vivants comparativement à ce qu'on aurait pu avoir dans une situation plus classique de formation, un peu type PowerPoint, où on peut tomber sur des groupes super qui sont déjà très engagés, qui ont très envie d'interagir, etc. Mais là, on sent qu'on a envie d'échanger, et puis c'est la première fois où vous allez vous retrouver dans un groupe où vous avez 12 personnes qui auront vécu exactement la même situation que vous, et vous allez pouvoir vous rendre compte que chacun va décrire son vécu comme étant très différent. Oui, alors j'ai eu la chance de faire des salons. Et sur les salons, on fait passer énormément de monde dans la journée. Et du coup, on a des réactions très différentes. Alors, on a des gens qui sont un peu émotionnellement touchés et qui vont pouvoir nous dire, par exemple, après harcèlement moral, c'est très bien fait, c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, bon. Voilà, c'est particulier. D'autres qui vont pouvoir se dire, mais juste comme ça, en plus de très, très, très naturellement, de dire, mais je pense que ça m'est arrivé d'harceler quelqu'un. Et on n'est pas prêt non plus à recevoir ça. Nous, on arrive, on retire le casque. En plus, dans une ambiance salon, on fait passer beaucoup de monde. Alors, comment ça s'est passé avec un certain entrain ? Je pense que j'ai déjà harcelé quelqu'un. Bon, après, je trouve ça génial parce que ça permet. C'est super. Et sur harcèlement sexuel ou sexisme, on a eu des réactions un peu rigolotes aussi, en mode mais en fait, je suis un gros lourd. C'est bien, tu te rends compte. C'est bien. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, mais oui, on a ce type de réaction, et puis on a aussi les réactions qui sont difficiles à qualifier, mais qui sont très visuelles. Quand on voit les gens dans le casque. Et le visage qui. C'est ça. Alors on voit le bas du visage
qui bouge un petit peu. Et dans harcèlement sexuel, vous avez un homme qui vous propose de venir travailler dans son chalet à la montagne. Et il s'approche très très proche de vous. Vraiment, il se met sur le bout de sa chaise et il vient très 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 proche de vous. Et comme on est en vidéo de 360, il n'y a pas de recul. Ça suit. Et pourtant, on sent que les gens reculent. Et je pense qu'il pourrait... Ah ouais, c'est ça. Ils pourraient fuir de leur chaise, ils le feraient. Et ça permet justement de ressentir ce malaise de cette proximité physique qu'on peut vraiment, sans s'en rendre compte, imposer à l'autre. Alors l'histoire est un peu cocasse, c'est Manon, notre directrice générale, qui était sur un salon et qui a rencontré des personnes qui travaillent au ministère et s'ennuyant sur le salon, elles sont allées faire un escape game. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Qui était sur le salon. Du coup, elles sont allées faire cet escape game ensemble et en échangeant, bah tu fais quoi? Bah moi je fais ça, moi je fais ça. Oh, mais ce serait trop bien qu'on fasse un truc ensemble. Mais faisons quelque chose ensemble. Cette personne-là travaillant sur les violences conjugales, mais ce serait génial. On a été mis en relation avec le service innovation et le lab du coup du ministère de la Justice qui est en charge des expérimentations entre parenthèses. C'est un peu entre guillemets, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas de mettre en place des projets innovants. Et on est passé donc par le biais de ce type de financement, projet innovant, puisque on est considéré comme jeune entreprise innovante. On a vraiment du coup travaillé ensemble, vraiment main dans la main avec le personnel du ministère, donc avec le lab côté innovation, côté ministère, et avec différents donc services pénitentiaires d'insertion et de probation, donc c'est des SPIP, et donc avec 3 SPIP tests, le SPIP de Meaux, de Villepinte et de Lyon. Avec lesquels du coup on a travaillé sur le scénario, les témoignages, les différents témoignages. On a été beaucoup aidé par Liliane Daligan, donc, qui est psychiatre spécialisée justement sur la prise en charge à la fois des femmes victimes de violences mais aussi des hommes auteurs de ces violences. Et on a fait en sorte de montrer dans ce scénario en fait la spirale de la violence et la spirale de l'emprise en fait qu'ont les personnes violentes dans le couple. La destination de ce film, ce sont les auteurs de violences conjugales, donc qui sont reconnus coupables. Je voudrais pas dire complètement de bêtises, c'est à vérifier. En tout cas, qui font partie donc de ce qu'on appelle des programmes de prévention de la récidive dans les SPIP, donc en milieu ouvert ou fermé. Et ça peut être des personnes en attente de jugement, il me semble aussi, qui seraient volontaires du coup. Et l'idée, c'est que ces programmes de prévention de la récidive existent déjà. Ça existe déjà, c'est des choses qui se passent sur plusieurs semaines. Donc le soir, par exemple, après le travail, pour les personnes qui sont donc en milieu ouvert, qui sont suivies, qui sont placées sous la main de la justice, mais qui continuent à travailler et ne sont pas incarcérées, et d'autres qui sont en milieu fermé, donc en prison. Et auquel cas, ces programmes existent aussi. Nous, on arrive en fournissant un outil supplémentaire, en disant notre outil, il est bien pour libérer la parole, notre outil, il est bien pour se mettre à la place de la victime, pour générer de l'empathie envers la victime, c'est votre outil maintenant. Et vous vous en servez comme vous voulez. Du coup, on a mis en place aussi une forme de flexibilité dans l'usage. C'est-à-dire que c'est pas juste un film qui dure 12 minutes, vous le regardez de A jusqu'à Z. C'est un film qui, soit vous le regardez de A jusqu'à Z, il dure 12 minutes, vous passez des différentes personnes, soit vous pouvez regarder juste des séquences aussi. Donc, par exemple, on va regarder directement la séquence 3, je sais plus exactement ce que c'est, mais par exemple le dîner entre amis, où vous allez voir que le mari empêche un petit peu de revoir ses amis à s'accompagner et pratique une forme d'emprise en disant qu'il veut plus les revoir, que c'est des connards et que t'as vu comment ils me parlent, il y a pas de respect, etc. Donc du coup on les reverra plus. Et puis on les reverra plus, mais je t'interdis un peu de les revoir quand même. Le but c'était pas de montrer la violence physique, puisque la violence physique c'est souvent ce qui fait qu'il y a condamnation et qu'il y a reconnaissance. Et ça c'est la fin. Mais c'est la fin. Et c'est pas non plus forcément ce qui fait le plus de séquelles.
Et c'est pas non plus ce qui explique pourquoi il y a cet enfermement et pourquoi la victime a tendance à rester. Et c'est ça qui est très mal compris. Souvent, c'est ce cercle ce cycle de violence qui commence par des violences verbales, qui s'insinue dans le couple, dans la famille, qui passe par une emprise, qui passe par un écartement aussi de la victime vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de ses capacités administratives, vis-à-vis de l'argent, etc. Jusqu'à ce qu'on ait une victime qui soit complètement isolée et qui doit passer de toute façon toujours par l'autre pour pouvoir interagir avec l'environnement, avec son environnement, avec le monde finalement. Et où on a cette incompréhension de dire bah ouais, mais si elle est si malheureuse, elle a qu'à se barrer, et alors qu'en fait elle n'est pas en mesure psychologiquement de partir, et parfois même administrativement de partir, puisqu'elle n'a pas ses papiers par exemple. C'est ça, et en effet c'est en place. C'est utilisé à terme en termes de tests auprès du coup des SPIP donc de Lyon, Villepinte et Meaux, avec des auteurs qui sont volontaires. Oui, voilà, on ne peut pas passer outre le volontariat de toute façon sur des choses interventionnelles, c'est très compliqué, à part quand il y a une injonction de soins. Et même dans une injonction de soins, c'est particulier de rendre obligatoire un dispositif. On a quand même toujours des libertés individuelles. Et les retours sont plutôt positifs. Je marche un peu sur des œufs parce que je n'ai pas encore fait de rapport. Mais on est au début là. Voilà, c'est ça. Je peux pas divulguer plus que les retours sont positifs, et en tout cas on a une utilisabilité de l'outil qui est plutôt positive, c'est-à-dire que les agents qui ont utilisé l'outil ont pas vu de difficulté, ont plutôt apprécié utiliser le dispositif et aimeraient continuer à s'en servir. C'était hyper intéressant de pouvoir échanger avec ces différents professionnels, parce que tous témoignaient de ce besoin, et tous ont trouvé que le film était très marquant. Et on trouvait que le film était à la fois efficace et justement pas trop dans la violence. Il y a une avocate qui est restée longuement discuter avec moi et qui m'a dit mais pourtant je suis habituée moi à entendre des choses horribles, à entendre parce que avocate aux affaires familiales c'est pareil, elle en a vu, et elle m'a dit c'est quand même pas très facile à voir jusqu'au bout, parce que cette violence psychologique, parce que cette emprise est présente. Et là, ce qui est hyper intéressant sur les 3 SPIP tests qui ont utilisé l'outil, ils l'ont pas utilisé au même moment. Il y en a un qui a voulu l'utiliser tout au début, un au milieu et un peu à chaque fois. Et du coup, c'est très intéressant de voir que, en fait, dans tous les cas, les gens sont plutôt satisfaits de l'impact que ça a eu pour créer une dynamique de groupe, etc. Mais le professionnel, c'est lui qui choisit le moment où il trouve que c'est le plus opportun. Et c'est là où on a un peu déploré le fait qu'on ait eu l'impression, peut-être parfois sur la communication qui a été faite autour de cet outil, de dire « Ah, ça va être la baguette magique ». Mais bien sûr que non, c'est pas une baguette magique. Au bout de 12 minutes, en réalité, c'est ça, au bout de 12 minutes, en réalité virtuelle, vous n'allez pas arrêter d'être violent. C'est évidemment que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'entrouvrir la porte. Et pareil, au bout de 12 minutes en réalité virtuelle, vous n'allez pas arrêter d'être sexiste. Notre société est fondée sur du sexisme, donc c'est compliqué. Par contre, on va ouvrir la porte et petit à petit, on va dire c'est un sujet, venez, on en parle. Après, il y a une autre étude qui est menée du coup par un laboratoire indépendant, et c'est un consortium de laboratoires d'ailleurs, dont le laboratoire central est à Rennes, qui va faire une étude d'impact vraiment sur les comportements et la cognition des auteurs. Et donc eux vont vraiment étudier l'empathie envers la victime, vont vraiment étudier les émotions ressenties pendant le visionnage, et eux vont faire ensuite une publication à ce propos. Et donc c'est indépendant de nous, puisque on ne peut pas être juge et partie de notre propre travail, c'est compliqué. Et cette étude-là conditionnera un déploiement à plus large échelle sur le territoire pour que plus d'auteurs puissent bénéficier de l'outil.
on est en train de travailler sur un projet où on utiliserait donc ce film sur lequel on viendrait adosser un module interactif de manière à faire de la formation, ce coup-là, pour tous les professionnels qui sont amenés à rencontrer des femmes ou des hommes, auteurs ou victimes de violences conjugales. Je pense à la police, je pense aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, aux magistrats, aux avocats, au personnel des mairies parfois, des centres d'action sociale par exemple, qui peuvent ne pas comprendre ces mécanismes et qui peuvent à leur niveau parfois mettre un peu de sable dans l'engrenage qui fait que toute cette mécanique d'action est un peu rouillée et ne fonctionne pas très bien. Du coup, voilà, en plus on a une demande, on a déjà pu en discuter un petit peu au Havre. On a été invité par l'association Opélia, qui a été très gentil de nous inviter d'ailleurs, avec lesquels du coup on a pu rencontrer justement tous ces acteurs-là, sapeurs-pompiers, gendarmes, qui étaient absolument hyper intéressés en fait par ça et par l'idée de pouvoir l'utiliser eux pour former leurs collègues, pour former. On sait par exemple que le dépôt de plainte c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que il y a plein de gens qui sont comme toi et qui ont beaucoup de chance et qui n'ont jamais du coup rencontré ces situations et qui du coup ont du mal à se figurer de qu'est-ce qui la retient du coup, pourquoi elle part pas et quels sont les mécanismes psychologiques qui sont derrière et du coup qui pourraient avoir du mal à simplement prendre un dépôt de plainte sans poser des questions qui seraient en fait oui, ce serait maladroit. Pas indiqué, c'est ça, ce serait de la maladresse, mais parfois de maladresse viennent des erreurs et des erreurs qui peuvent être gravissimes puisque on a quand même pas mal de féminicides en 2021 et du coup on se dit bien souvent il y avait eu des plaintes où il y avait eu des mains courantes de déposer et peut-être que voilà la situation est toujours difficile à évaluer, la situation est toujours compliquée à comprendre, mais peut-être que plus de formation permettrait une meilleure prévention, permettrait un meilleur guidage de ces personnes-là et ne pas laisser des professionnels désarmés non plus. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à rappeler quelques chiffres importants concernant les féminicides en France. Par contre, il faut savoir qu'il est compliqué d'avoir les chiffres exacts étant donné qu'ils varient en fonction des différentes sources, que ce soit le ministère de l'Intérieur, l'AFP ou les différents collectifs. J'ai donc décidé de me baser sur deux éléments. Tout d'abord, une étude fournie par le ministère de l'Intérieur sur les morts violentes au sein du couple en 2020. On peut y lire qu'en 2019, le ministère de l'Intérieur a recensé 146 féminicides contre 102 en 2020. Un chiffre à la baisse donc, mais qu'il faut toutefois nuancer. En effet, d'après ce que j'ai pu lire, la plupart des féminicides interviennent au moment où la femme cherche à s'éloigner de son conjoint violent. Or, en 2020, nous avons eu 2 confinements, ce qui pourrait expliquer pourquoi le nombre de féminicides a diminué, alors que le nombre de violences conjugales a lui explosé, en passant de 560 plaintes en 2020 contre 349 en 2019. Par contre, pour 2021, je ne dispose pas des chiffres du ministère de l'Intérieur, mais le collectif FPCE, pour féminicide par conjoint ou ex-conjoint, a recensé une centaine de féminicides, en sachant que ces chiffres datent du 16 novembre 2021. Enfin, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais il existe depuis le 30 août 2021 une plateforme pour les femmes victimes de violences joignable au 39 19. Elle est entièrement gratuite et est accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Je tiens vraiment à remercier Lénaïque Cadet pour avoir gentiment répondu à l'ensemble de mes questions. D'ailleurs, en réalité, l'interview dure à peu près 1 heure et il est possible que je diffuse une version longue directement sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine sur Poste VR.